Sous les réserves d'usage, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun à observer des valeurs essentielles au Sénat, le respect des uns et des autres et bien sûr du temps de parole, mais aussi le respect des gestes sanitaires que nous ne devons pas oublier, qui me permet de saluer les collègues qui acceptent d'être dans les tribunes pour que nous tenions la jauge de présence. La parole est maintenant à notre collègue Joël Labbé pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Ce mardi, la Fondation Nicolas Hulot a présenté une étude faisant état du manque de cohérence entre les financements publics agricoles et les objectifs affichés de réduction des pesticides. Ces résultats ont déjà suscité une polémique. Aussi, ma question ne se voudrait surtout pas être polémique. Elle ne voudrait pas générer non plus une réponse polémique. Je voudrais simplement préciser que ce constat de manque de cohérence recoupe ceux de plusieurs rapports récents, comme celui de la Cour des comptes qui jugeait en 2020 la PAC inégalitaire et source d'effets pervers, notamment sur la consommation des pesticides, ou encore le rapport de France Stratégie qui propose de réformer la PAC pour diminuer l'utilisation d'intrants et un réel ajustement entre les aides publiques et les efforts consentis par les agriculteurs pratiquant l'agroécologie. Ce constat d'un véritable déficit d'accompagnement est ressenti par un nombre croissant d'agriculteurs qui seraient prêts à changer leurs pratiques, mais se sentent insuffisamment soutenus financièrement dans un contexte de course au prix bas imposé par le secteur agroalimentaire comme celui de la grande distribution, et aussi de concurrence déloyale de produits importés ne respectant pas les normes européennes et françaises. Aussi, Monsieur le Ministre, je voudrais vous poser 3 questions. Dans le futur plan national stratégique, prévoyez-vous d'augmenter le budget destiné à rémunérer l'agriculture biologique dont la performance économique, sociale et environnementale est aujourd'hui avérée? La seconde question concerne les dotations jeunes agriculteurs. Comment profiter de ce moment de renouvellement de génération pour accélérer la transition vers l'agroécologie? Et la troisième, Monsieur le Ministre, et j'en termine, sur la question des importations ne respectant pas nos normes qui sont scandaleuses. Monsieur le Ministre, est-ce que vous allez en profiter du plan stratégique pour l'intégrer? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Julien Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Labbé, il est impératif de cesser d'opposer agriculture et environnement. C'est à la fois injuste et puis, je vais vous le dire, c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant parce que les agriculteurs, ils vivent de l'environnement. Les agriculteurs, ils chérissent la terre. Ils protègent le sol. Et puis, je vais vous le dire aussi, les agriculteurs, contrairement à ce que certains cherchent à véhiculer, ils font cette transition. Songez, Monsieur le sénateur, que l'utilisation de ces produits, si vous prenez la totalité de la période, moins 36% dans les ventes, les produits les plus dangereux, moins 70%. Elle est là, la réalité, Monsieur le sénateur. Et puis, qui dit que, encore plus que la forêt, ce qui capte le plus le carbone sur Terre, après la mer, c'est le sol. Ceux qui, aujourd'hui, agissent pour lutter avec efficacité contre le changement climatique, ce sont nos agriculteurs. Mais ça, personne ne le dit dans le débat. Donc arrêtons d'opposer agriculteurs et environnement. Et puis en fait, il faut arrêter d'être dans l'injonction, qui plus est vis-à-vis de personnes qui, en moyenne, et c'est pas le ministre qui le dit, c'est l'INSEE, travaillent 55 heures par semaine en moyenne. Pour faire quoi? Pour faire cette plus noble mission qui est de nourrir le peuple français. Elle est là, la réalité, monsieur le sénateur.
Et enfin, si on ne veut pas opposer agriculture et environnement, c'est parce qu'il faut avoir une ligne de conduite qui est claire, c'est la création de valeur. Au moment où on crée de la valeur pour protéger l'environnement, il faut créer de la valeur pour nos agriculteurs. Il faut oser dire que le compte de résultat de nos agriculteurs, il est important. On ne fera pas de transition agroécologique sans agriculteurs. On n'aura pas d'agriculture sans agriculteurs. Et il n'y a pas au monde, monsieur le sénateur, une nation forte sans une agriculture forte. Préservons-la, accompagnons-la et soyons-en fiers. Merci. La parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. La France a adopté une attitude modulée de lutte contre la pandémie au lieu d'un confinement brutal. Cette décision a été bien accueillie mais pose un certain nombre de questions que j'aimerais vous présenter sous la forme d'un QCM qui vous rappellera, Monsieur le ministre, peut-être le temps de vos études de médecine sans Covid. Première question, avez-vous réfléchi à une stratégie vaccinale pour les personnes de 65 à 74 ans, sachant que la Haute Autorité de Santé ne recommande pas de vacciner cette population avec le vaccin d'AstraZeneca? Deuxième question, la Bavière impose désormais l'usage des masques FFP2 dans les transports en commun. La plupart des scientifiques semblent penser que c'est une précaution superfétatoire. Mais à la suite de la recommandation du Haut Conseil de la santé publique d'abandonner les masques en tissu de mauvaise qualité et de leur interdiction dans les écoles, envisagez-vous de généraliser l'interdiction des masques en tissu de catégorie 2 au profit des masques chirurgicaux? Troisième question, le gouvernement a annoncé le déploiement prochain de tests salivaires en milieu scolaire au retour des vacances d'hiver. Prévoyez-vous de rendre ces tests accessibles à l'ensemble de la population et notamment sous la forme d'autotests? En effet, des start-up françaises j'en ai eu quelques-unes ce matin, ont développé des tests salivaires validés par la Haute Autorité de Santé qui doivent être lus par un professionnel de santé. Certaines de ces start-up seraient rapidement en capacité de développer des autotests salivaires qui permettront de tester massivement la population française à domicile. Le gouvernement est-il prêt à soutenir cette démarche française de tests salivaires et d'autotests? Dans quelles conditions pourrait-il être généralisé et pris en charge par la sécurité sociale? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Alain Marc, vous m'avez posé des questions précises, je vais vous faire des réponses les plus précises possibles. Pour les personnes entre 65 et 74 ans, à ce stade, ce sont plutôt les vaccins à ARN messager, c'est-à-dire Pfizer, Moderna et demain CureVac quand il sera validé, qui pourront être proposés. Le vaccin AstraZeneca n'a pas de recommandation, vous l'avez dit vous-même, à ce stade, mais si les données scientifiques devaient évoluer et dans le bon sens, alors la donne pourrait évidemment changer. Vous me demandez quand? Eh bien écoutez, logiquement, d'ici à la fin mars ou au tout début du mois d'avril, nous aurons vacciné la totalité de la population cible âgée de 75 ans et plus et pourrons ouvrir la vaccination aux personnes de la tranche suivante par âge décroissant, c'est-à-dire des 65-74 ans en vaccin ARN messager en centre. Deuxième question sur les masques. Le Haut Conseil de santé publique demande à ne plus utiliser, vous l'avez dit vous-même, les masques en tissu n'ont pas de mauvaise qualité, mais ce sont les masques généralement qu'on a fabriqués soi-même en essayant de suivre les normes AFNOR et dont le degré de filtration n'est pas supérieur à 90%. En revanche, la filtration à 90% est assurée par les masques FFP2, les masques chirurgicaux et les masques grand public nommés catégorie 1, c'est-à-dire l'écrasante majorité, près de 100% des masques que vous pouvez trouver dans le commerce. Il n'y a donc pas lieu d'aller vers une extension du port du masque FFP2. Il y a une région allemande qui l'a fait. Ailleurs, ça n'est pas le cas. Troisième question, les tests salivaires accessibles à la population. Oui, j'attends les recommandations de la Haute Autorité de Santé ce soir, avec des méthodes d'analyse en PCR particulières. Les laboratoires se préparent, nous travaillons avec eux depuis des semaines. Le public prioritaire, ce sont les enfants dans nos écoles, de manière à pouvoir identifier sans désagrément pour les enfants des cas positifs et donc protéger et préserver l'école dont nous souhaitons qu'elle puisse rester ouverte le plus longtemps possible. Il y aura déjà des premiers tests salivaires à partir de demain menés par les hôpitaux de Paris et dès la mi-février, nous emmènerons 200 à 300 000 par semaine. Dernière question, les autotests salivaires. Hélas, monsieur le sénateur, c'est là qu'il y a un souci, c'est que la sensibilité de ces tests est de l'ordre de 11 à 40% pour les meilleurs
d'entre eux. C'est-à-dire que si vous jetez une pièce en l'air, vous avez plus de chances d'avoir la vérité, à savoir si vous êtes positif ou négatif. La recherche continue en France et ailleurs. Aucun pays européen n'utilise réellement ces autotests à ce stade. Le Japon déploie un certain nombre d'autotests. Nous travaillons avec eux. Croyez-moi, dès que nous en aurons, nous les utiliserons. Ce sera un game changer. Je vous remercie. Monsieur Marc, quelques secondes. Des startups françaises, notamment en région Occitanie, sont en train de travailler là-dessus. J'espère que vous avez une oreille attentive, monsieur le ministre, non pas à leurs doléances, mais à leurs résultats qui, me semble-t-il, ne sont pas si négatifs que cela. Merci. La parole est à notre collègue Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre du Logement. Les chiffres du nombre de logements sociaux financés en 2020 sont tombés. Ils sont très mauvais. C'est un recul historique. Certes, il y a eu la crise du Covid, il y a eu le cycle électoral des municipales qui a été prolongé de 3 mois, mais il y a certainement d'autres facteurs. Thierry Repentin, le président de la Commission nationale SRU, dans un rapport qu'il a rendu au gouvernement à sa demande, en pointe 2 facteurs. La suppression de la taxe d'habitation cette année et l'exonération du foncier bâti dont bénéficient les bailleurs sociaux, qui va jouer. Et il y a un autre facteur, le découragement des maires qui ont envie de construire, et ils sont très majoritaires, face aux objectifs de la loi SRU actuelle qui sont devenus inatteignables, tout le monde le sait. Thierry Repentin a fait 2 propositions au gouvernement pour modifier cette loi SRU. Alors, madame la ministre, j'aimerais savoir quelle est la solution que le gouvernement entend retenir, s'il entend en retenir une, et surtout dans quel calendrier parlementaire vous entendez effectivement mettre en œuvre cette nouvelle solution. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre de la Transition écologique, madame Pompili. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Dallier, je voudrais d'abord rappeler en préambule que 70 à 80% des Français sont éligibles au logement social. Et face à la crise que nous traversons, il est essentiel de faire mieux et de construire plus de logements sociaux. C'est l'objet de la loi SRU qui a 20 ans cette année. Saluons la longévité, la pertinence de cette loi et de son emblématique article 55. Plus de 1,8 million de logements ont été ainsi produits depuis 2001, dont près de 900 000 dans les communes déficitaires et soumises à rattrapage. Et ça, c'est un acquis que nous pouvons tous saluer. Sur les 1064 communes soumises à l'obligation SRU, la moitié d'entre elles suivent une trajectoire vertueuse et pourraient atteindre leur objectif d'ici 2025. Cependant, oui, il y a certaines communes qui n'y arrivent pas et qui manquent parfois aussi de volontarisme sur le sujet. Ainsi, dans le cadre du bilan de la période triennale 2017-2019, le gouvernement a donné des consignes de fermeté. Sur les 550 communes n'ayant pas atteint leur objectif, plus de la moitié ont été carencées, avec parfois des reprises de permis de construire. Nous sommes vigilants à ce que les efforts se poursuivent, tout en nous mobilisant pour accompagner les communes concernées. Enfin, nous avons effectivement engagé un travail sur l'avenir de la loi SRU, dont l'échéance est prévue fin 2025, ce qui conduirait à fixer en 2022 les derniers objectifs de rattrapage. Il est nécessaire de prolonger l'exigence, monsieur le sénateur, de la loi SRU au-delà de 2025 pour poursuivre l'effort en matière de répartition du parc social. Il faut le faire en tenant compte des situations locales, en fixant des objectifs ambitieux et atteignables et en restant ferme avec les communes qui ne jouent pas le jeu. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a saisi la commission SRU, présidée par Thierry Repentin, qui, comme vous l'avez signifié, a rendu un rapport et a fait des propositions en ce sens. Le rapport, qui est public depuis la semaine dernière, fait l'objet de consultations et ces propositions pourraient trouver une traduction législative. Monsieur Dallier, vous avez la parole. Peut-être aurais-je dû m'adresser au ministre de l'Agriculture pour avoir une réponse un peu plus précise. Madame la ministre, si le gouvernement n'agit pas et n'agit pas rapidement, vous terminerez le quinquennat avec, du point de vue de la construction de logements neufs, que ça soit privés ou sociaux, avec des résultats catastrophiques. Alors que la seule loi que vous aurez fait adopter s'appelait Élan. Madame la ministre, le logement, c'est un sujet fondamental pour tous nos concitoyens. Nous sommes dans une impasse. Vous avez encore le temps de bouger sur les exos de TFPB, mais également sur l'article 55 de la loi SRU. Faites-le, madame. Beaucoup de maires sont prêts à construire. Il faut les y aider. Ça n'est pas seulement les coups de bâton qu'il faut les accompagner. Alors faites-le, de grâce, faites-le. Merci.
La parole est à notre collègue Jean-Pierre Moga. Jean-Pierre Moga pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les inondations affectent le Sud-Ouest, en particulier le département de Lot-et-Garonne. Ces inondations sont une catastrophe pour ses habitants. Le 3 février dernier, la Garonne a atteint la cote de 9,52 m à Tonnes, de 10,20 m à Marmande, plaçant le département en vigilance rouge. Une crue exceptionnelle, comme Monsieur le ministre l'a constaté lors de son déplacement en Marmande. Je tiens d'ailleurs à l'en remercier. Le temps qu'il a consacré à la discussion avec les sinistrés, les élus et les services a été très apprécié. Je souhaite saluer l'efficacité et la mobilisation des services du SDIS, des maires et de leur équipe municipale, des sauveteurs et des services de l'État. Face à cette situation, les élus ont unanimement demandé que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu sur l'ensemble des communes, que le système de prévision des crues, qui globalement fonctionne bien, anticipe bien au-delà de 5 heures, à minima 12 heures, voire 24 heures. Ces élus ont insisté sur le financement, l'entretien et l'aménagement des digues, difficilement supportables pour les budgets de nos petites intercommunalités. La GEMAPI et les PAPI sont encore loin de tout régler. Monsieur le ministre, vous avez confirmé qu'il y aura bien un soutien de l'État pour les aides exceptionnelles après cette crue. Par contre, comment assouplir les règles de curage des fossés en zone inondable afin de faciliter l'évacuation de l'eau lors de la décrue? Des milliers de mètres cubes vont stagner des semaines dans les champs. Comment aménager les territoires et prévenir les futurs risques climatiques? Comment améliorer le système de prévision ou les systèmes de prévision, voire stocker une partie de cette eau, des millions de mètres cubes qui passent pendant quelques jours sur nos territoires, et transformer la force catasismique de ces crues en énergie hydraulique exploitable. En un mot, que pouvons-nous dire à nos sinistrés inquiets qui attendent une réponse dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et j'ai exprimé au nom du Sénat notre solidarité à un certain nombre d'élus particulièrement touchés par ces phénomènes d'inondation. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi à mon tour, au nom du gouvernement, de pouvoir exprimer également la solidarité envers les populations, les élus, les maires qui ont été en premier les urgentistes de cette situation près de leur population, les services de l'État, vous l'avez dit, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les agents des préfectures et tous ceux avec les collectivités locales qui ont pu permettre la mobilisation pour éviter un maximum de drames. Des drames, il y en a eu cependant, des drames qui touchent bien sûr les biens. Et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, avec la secrétaire d'État, s'est rendu dans cette partie de l'ouest de la France, et le sud-ouest et l'ouest qui sont touchés. À la demande du Premier ministre, les services du ministère de l'Intérieur et ceux de Mme Barbara Pompili se sont mobilisés. Et dès hier, Monsieur le sénateur, une première commission s'est réunie. Et il y a eu déjà 145 dossiers présentés qui ont été acceptés. Vous savez bien que c'est les communes, vous le savez, Monsieur le sénateur, je le dis ici aux sénateurs, c'est aux communes de faire ces demandes individuellement. Déjà 145 qui ont été acceptées et aucune n'a été refusée par les services du ministère de l'Intérieur. Parfois, des demandes complémentaires sont demandées, mais je peux vous assurer qu'avec la ministre, nous allons pouvoir, dans les prochaines heures, continuer à instruire et à déclarer l'état de catastrophe naturelle dans ces communes, singulièrement dans votre département, puisqu'il y a déjà 56 communes dans ce département qui ont eu un avis favorable. Ensuite, vous évoquez la prévention, indépendamment du drame de la tempête Justine que notre territoire a connue. Cette prévention, nous y travaillons, et c'est surtout les services de Mme Barbara Pompili qui y travaillent. Un conseil de défense écologique a décidé en février 2020 de pouvoir mettre un certain nombre de dispositions dans les plans d'action, les fameux PAPI, qui évitent les inondations, et des augmentations budgétaires extrêmement fortes, notamment du fonds Barnier, qui, je crois, sera le cas pour Mme la ministre, qui pourra l'évoquer elle-même, un certain nombre d'améliorations très concrètes pour les habitations et pour un certain nombre de riverains dans les zones inondables. Et puis enfin, il y a un système d'alerte. À partir de l'année prochaine et suite à Lubrizol, j'ai pu annoncer au nom de la sécurité civile avec la ministre qu'un système d'alerte tout à fait modernisé qui permettra à toutes les populations, quelles que soient ces difficultés de sécurité civile, dont les inondations, de recevoir sur son téléphone en temps réel les informations qui évitent évidemment les drames humains. Merci. La parole est à notre
collègue Céline Brulin pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous vous avions alerté sur les conséquences prévisibles de vos calculs budgétaires en matière scolaire. Eh bien, c'est pire. Ici, ce sont des suppressions de classes en collège, comme dans celui de Blangy-sur-Bresle, en Seine-Maritime, qui en perd 2 sur les 17 que compte l'établissement. Là, c'est une baisse considérable d'heures d'enseignement en lycée. Au lycée de Lillebonne, par exemple, le résultat de la soustraction, c'est 110 heures de moins pour une diminution de 22 élèves seulement. Ce théorème vaut aussi en primaire et en maternelle, y compris en éducation prioritaire. Après avoir subi le traumatisme de 2 confinements, l'éducation nationale va nous faire subir un 3e électrochoc, m'écrit le maire de Brachy, commune qui vient de réaliser un nouveau groupe scolaire. Et savez-vous pourquoi cette commune a réalisé cet équipement? Pour répondre à vos injonctions de regrouper les écoles, injonctions qui font si mal à nos communes rurales et qui se voient bien mal récompensées. Une classe devrait ainsi fermer dans cette commune. Je pourrais multiplier ces exemples dans toutes les académies de France. Partout émerge la demande d'une carte scolaire qui prenne en compte la situation sanitaire et le besoin d'accompagnement renforcé des élèves, à l'image des plus de 200 élus normands qui vous lancent un appel en ce sens. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, les inégalités scolaires, les inégalités sociales, encore moins. Monsieur le ministre, allez-vous abandonner l'arithmétique de choix comptables déconnectés de la réalité pour faire une équation positive de la carte scolaire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monsieur Blanquer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Vous le savez, nous continuons à créer des postes à l'école primaire alors même qu'il y a moins d'élèves. Dans le cas de votre département, c'est plus d'1 millier d'élèves en moins l'année prochaine à l'école primaire. C'est la création de près de 20 postes. Donc, je vous le dis, en Seine-Maritime, à la rentrée prochaine, le taux d'encadrement va battre un record historique. Vous n'aurez jamais eu autant de professeurs par rapport au nombre d'élèves à l'école primaire. Donc, et ceci est vrai dans chaque département de France. Alors, vous dites, est-ce que vous tenez compte de la crise sanitaire? La réponse est oui, nous l'avons fait notamment à la rentrée précédente, avec la mesure pas d'école fermée, ni de classe fermée, sans l'autorisation du maire. Cette mesure, nous avions dit aussi qu'ensuite, ce serait forcément sur pas d'école fermée qu'elle porterait, sans l'accord du maire. Et même s'agissant des classes, il y a une consultation très forte. Par rapport aux exemples que vous citez, comme vous le savez aussi, les consultations continuent. Et d'ailleurs, jusqu'à la veille de la rentrée, elles continuent puisque nous tenons compte du nombre d'élèves. Nous mettons en œuvre des mesures qui sont qualitatives. Ce n'est pas l'esprit comptable, contrairement à ce que vous avez dit. Exemple, dans votre département, le dédoublement des grandes sections de maternelle continue. Donc 12 élèves par classe dans certaines grandes sections de maternelle. Et dans votre département, comme dans beaucoup de départements, la mesure pas plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1 s'accomplit. Ce sont des progrès considérables. Jamais l'école primaire n'a fait l'objet d'une telle priorité budgétaire. Donc ça c'est une vérité que chacun peut vérifier dans le projet de loi de finances. C'est pas une opinion, c'est une réalité. Donc taux historique d'encadrement de l'école primaire, bien sûr, il peut y avoir ça et là des classes fermées. Vous savez très bien, ça nous renvoie à des démographies rurales complexes. Je n'encourage pas particulièrement le regroupement de classes. Chaque cas est un cas particulier, le regroupement d'écoles, pardon. Chaque cas est un cas particulier qui doit se voir avec les maires. Et la consigne, vous le savez, et toute exception doit m'être signalée, c'est le travail conjoint avec les maires, évidemment dans la recherche du consensus et de l'intérêt des élèves. Madame Brulin. D'abord, Monsieur le Ministre, en guise de record historique en Seine-Maritime, je voudrais vous signaler, mais vous le savez mieux que moi, que notre département est encore en retard en termes de taux d'encadrement à l'échelle de la France. Et puis, vous n'avez absolument pas répondu concernant les collèges et les lycées, où c'est un véritable carnage. Entendez ce qui monte de partout en France, accorder des postes, accorder des heures, et cessez de nous dire que les heures supplémentaires vont compenser. Il y en a eu 12 millions en 2019 de non compensés, de non assurés, c'est-à-dire des enseignements qui manquent à nos jeunes. C'est absolument intolérable dans la période que nous connaissons où ces jeunes alternent enseignement en présentiel et en distanciel. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants.
Merci Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, mes chers collègues. C'est historique. Plus de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés, soit une hausse de 40% par rapport à 2019. Dans mon département, les Yvelines, le nombre de contrats d'apprentissage a enregistré une hausse de près de 42%, passant de 6 551 à 9 311 contrats signés en l'espace de 2 ans. Ces chiffres sont le reflet de la mobilisation du gouvernement en faveur de la jeunesse. Si votre prédécesseur, Muriel Pénicaud, je la salue, a amorcé grâce à la loi Avenir professionnel de septembre 2018 cette révolution copernicienne en transformant le regard sur l'apprentissage et en libéralisant le système, notamment via le transfert du pilotage de l'apprentissage des régions vers les branches professionnelles, vous avez, Madame la ministre du Travail, repris le flambeau avec brio. Vous avez su, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, maintenir et accompagner la montée en puissance de cette voie d'excellence en instaurant en 2020 des aides exceptionnelles allant de 5 000 à 8 000 euros selon les situations pour les entreprises qui embauchent un apprenti. Aujourd'hui, alors que la jeunesse est touchée par les conséquences économiques de la crise sanitaire, ce record revêt une importance cruciale. Il doit être le stimulus qui nous amènera à trouver une solution adaptée à chacun de nos jeunes pour leur garantir la même réussite et le même épanouissement que nos 500 000 apprentis. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, mais je le rappelle, aucun ne doit rester sur le bord de la route. Ce succès n'est qu'une étape supplémentaire dans le développement de l'apprentissage. Alors que la crise n'a toujours pas dit son dernier mot, Madame la ministre, dans quelle dynamique s'inscrivent vos futurs travaux pour continuer de promouvoir l'ensemble de ces mesures auprès de ces publics qui, de par leur formation, seront un des moteurs puissants de l'après-crise et des croissances des entreprises? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Borne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lévrier. Les bonnes nouvelles méritent d'être répétées. Alors en effet, 2020 est un record historique pour l'apprentissage dans notre pays, un record inespéré dans cette période de crise. Et je pense que chacun sur ces bancs pourrait s'en réjouir. Alors effectivement, en 2020, ce sont plus de 500 000 jeunes qui se sont engagés dans l'apprentissage, soit 140 000 de plus qu'en 2019. Cette augmentation traduit un effort exceptionnel des CFA et une mobilisation sans précédent des entreprises. Alors oui, cette dynamique, nous la devons aux transformations structurelles de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel votée en 2018, qui a permis de lever les freins et de mieux adapter les formations aux besoins des entreprises. Mais pour maintenir cet élan dans un contexte de crise, le gouvernement a fait le choix dès juillet de placer l'apprentissage au cœur du plan Un jeune, une solution, avec des primes de 5 000 à 8 000 euros pour les entreprises. Et des entreprises de toute taille s'en sont saisies et elles ont été décisives pour les TPE et les PME qui ont pu maintenir leur part prépondérante dans l'accueil des jeunes en apprentissage. Je rappelle qu'une aide de 3 000 euros est également prévue pour les collectivités locales et je les invite à s'en saisir. Et je précise que cet élan positif a pu profiter à l'ensemble de nos territoires. Pour réussir la rentrée 2021, une concertation s'engagera prochainement avec les partenaires sociaux afin d'adapter les aides au contexte actuel. Mesdames et Messieurs les sénateurs, notre politique en faveur de l'apprentissage est plus que jamais nécessaire et je vous invite à la porter dans nos territoires. Je vous remercie. La parole est maintenant notre collègue Rachid Temal pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 18 novembre dernier, ici même, j'évoquais la lueur d'espoir que constituait l'annonce des vaccins. Et je vous interrogeais sur la stratégie vaccinale du gouvernement, tout en faisant des propositions. La réponse fut simple et limpide. La France est prête à vacciner. Malheureusement, les Français constatent que ce qui avait été annoncé ne s'est pas déroulé comme prévu. Les objectifs de personnes vaccinées sont régulièrement revus à la baisse, les centres de vaccination manquent de doses et le vaccin français reste introuvable.
S'y ajoute l'absence de réponse de l'initiative des présidents de groupe socialiste à l'Assemblée au Sénat, Patrick Kanner et Valérie Rabault, demandant que transparence soit faite sur les contrats passés avec l'industrie pharmaceutique. Cette situation ne peut et ne doit pas perdurer. Nous sommes dans une course-poursuite en France, en Europe et dans le monde entre la vaccination et le virus avec ses variants. Aussi, pour reprendre l'expression du président de la République sur la guerre à mener contre le virus, nous devons mettre en place une économie de guerre. Donc j'ai 2 questions. La première, allez-vous enfin engager réellement la bataille pour obtenir la levée des licences sur les vaccins? Ou en cas de refus de l'industrie pharmaceutique, faire appel à licence d'office? Ensuite, allez-vous investir massivement en France afin d'avoir des chaînes de production des vaccins? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran. Monsieur le sénateur Rachid Temal, pardon, mais avant de poser des questions, vous avez dit un certain nombre de choses. Vous avez dit que les objectifs ont été revus à la baisse. Je rappelle les objectifs, nous les avons annoncés devant les Français avec le Premier ministre. D'ici à la fin du mois de février, 2,4 à 4 millions de Français ont reçu une première injection. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que d'ici à la fin du mois de février, entre 3,5 et 4 millions de Français auront reçu une première injection. Vous pouvez faire non, mais nous sommes bien dans les objectifs qui n'ont pas été revus à la baisse. Vous dites que la transparence n'a pas été faite sur les contrats des laboratoires. Moi, je connais le prix d'achat, le nombre de doses, les dates de livraison, le nombre de pays qui ont acheté, le prorata par rapport à la population, les dates d'achat, les dates de négociation et la nationalité des personnes qui sont allées en médiation pour le compte de la Commission européenne contractualiser avec les laboratoires. En mon sens, s'il vous manque des informations, vous pouvez nous les demander. Quand vous dites qu'il y a un manque de doses, aujourd'hui, la transparence est faite sur 4 semaines et bientôt sur 8 semaines. Et chaque centre sait combien de doses il dispose, et peut donc prendre les rendez-vous nécessaires. Alors s'il y a un manque de doses, c'est qu'on voudrait avoir autant de doses qu'il en faudrait pour vacciner toute la population. Mais les centres ne manquent pas de doses puisque par définition, ils adaptent leur créneau de rendez-vous aux doses qu'ils reçoivent. À nouveau, je redis les choses, monsieur le sénateur. Je redis les choses. Les centres n'ont pas assez de vaccins aujourd'hui pour vacciner toute la population française d'un coup. C'est pareil partout dans le monde. Mais les centres savent pertinemment combien de doses ils reçoivent pour les 4 prochaines semaines et peuvent adapter leur rendez-vous. Vous pouvez balayer de la main, mais encore une fois, vous savez, j'essaye de vous répondre, monsieur le sénateur. Sur la question de la licence d'office, elle n'est pas nécessaire dans la mesure où les laboratoires qui disposent de brevets pour produire les vaccins nous permettent et nous incitent d'ailleurs à développer des sources de production en France, en Europe et dans le monde. On y travaille avec Agnès Pannier-Runacher. À nouveau, vous faites bon de la tête, mais c'est une vérité. Il y a 4 industries, 4 entreprises en France qui produisent des vaccins pour le compte des laboratoires qui disposent des brevets. La question de la licence d'office, elle se pose, monsieur le sénateur, lorsqu'un laboratoire dispose d'un monopole et dit c'est moi qui règle la distribution, le prix et vous n'avez rien à voir avec ça. Là, c'est tout l'inverse. Et nous accompagnons les entreprises pour qu'elles puissent produire des vaccins à la demande même des laboratoires et des États. Monsieur Temal. Alors là, on est dans le monde de oui-oui. C'est assez extraordinaire. Donc il n'y a donc pas de problème de vaccin en France, je crois que chacun peut le noter. Il n'y a pas de problème de doses dans les centres de vaccination. D'ailleurs, vous le dites vous-même, il faut donc réadapter. Vous voyez bien que tout ça ne tient pas sérieusement la route. Donc encore une fois, et vos chiffres annoncés à l'automne ont été revus en permanence à la baisse, je vous le réaffirme, et vous me prendront les dates si vous le souhaitez. Résultat des courses, à part vous-même, tous les Français constatent ce problème sur la vaccination. Sur la partie des brevets, je vous rappelle que là où c'est assez intéressant, c'est que le génome viral n'a pas été, lui, breveté pour permettre à l'industrie pharmaceutique de pouvoir les développer. Cette industrie a breveté, par contre, ses productions. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que si on veut aujourd'hui vacciner l'ensemble des Français, l'ensemble du monde pour avoir moins de virus, il faudra bien plus de doses et donc il faut plus de chaînes de production. Encore une fois, vous restez enfermés dans vos certitudes. Merci, monsieur Bargeton. La parole est maintenant notre collègue Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Depuis le 30 octobre, le thermalisme est la seule offre de santé remboursée par la sécurité sociale inaccessible à nos concitoyens. 600 000 curistes atteints de maladies chroniques, de dépression, d'obésité, accueillis dans 90 stations dédiées, ne bénéficient plus d'aucun soin thermal. Aujourd'hui, 4 mois après leur fermeture, les douleurs chroniques, les symptômes des curistes n'ont pas subitement disparu en 2020. Comment pouvons-nous soulager ces patients? Devons-nous les envoyer à l'hôpital déjà surchargé? Pouvons-nous continuer de traiter certaines affections autrement que par des médicaments parfois inefficaces?
Sur le plan économique, les établissements curistes ont réalisé 35% de leur chiffre d'affaires en 2020 et leur trésorerie affichant 110 millions de pertes, c'est exact. Malheureusement, les conséquences sont déjà connues. Des dépôts de bilan annoncés ainsi que des mesures de sauvegarde. 10 000 emplois directs non délocalisables, 100 000 emplois induits vivant de la filière thermale sont directement menacés de disparition. En matière de développement territorial, avec mes collègues du groupe RDSE, nous vous rappelons que 90% des thermes sont situés dans des villes de moins de 10 000 habitants, atteignant tout un écosystème qui vacille. Ces dernières années, les villes thermales ont en effet beaucoup investi et leur projet de territoire marque un véritable coup d'arrêt, faute de recettes suffisantes et prévisibles sans compensation spécifique. Monsieur le ministre, le respect de la santé des patients est dans l'ADN de ces établissements. Des tests PCR au début de la cure ainsi qu'un test en cours de cure assorti de mesures strictes de déplacement peuvent et doivent être menés. Ce protocole a fait ses preuves cet été puisqu'aucun cluster n'a été constaté sur ce site. Monsieur le ministre, dans un contexte de mal-être qui atteint tant de nos concitoyens, le thermalisme est un allié. Comment pouvez-vous permettre aux établissements thermaux, avec le concours des villes d'eau, à continuer d'assurer leur mission de soins? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, Monsieur Riester. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roux. Le thermalisme, comme d'ailleurs tout le secteur du tourisme, est touché d'une façon très dure par la crise du Covid. Les 110 stations thermales de notre pays ont enregistré une perte d'activité de l'ordre de 70%. Et donc vous avez raison, c'est un sujet qui est un sujet majeur et le gouvernement a, dès le départ, fait en sorte d'ériger le tourisme et donc les stations thermales en priorité nationale. Le secteur thermal a pu bénéficier à ce titre de l'ensemble des mesures d'accompagnement pour le secteur. Le gouvernement d'ailleurs n'a cessé de renforcer ces mesures. Extension de la prise en charge de l'activité partielle aux établissements thermaux exploités sous forme de régie. Élargissement du fonds de solidarité depuis décembre 2020 permettant l'indemnisation sans limite d'effectifs des entreprises ayant perdu 70% de leur chiffre d'affaires à hauteur de 20% en 2019. Mise en place d'un nouveau dispositif de compensation de 70% des coûts fixes. Et pour l'avenir, un accompagnement du secteur sur le long terme avec une enveloppe spécifique de 300 millions d'euros a été identifiée dans le plan de relance tourisme. Sur proposition du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, le Premier ministre a pris la décision de confier une mission à Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, afin de faire des propositions structurantes pour soutenir et transformer la filière thermale française. Vous voyez, monsieur le sénateur, que le gouvernement est mobilisé au service de ce secteur d'activité qui a un défi de résistance à la crise et un défi, bien évidemment, de relance pour en faire demain à nouveau un des piliers du tourisme pour que la France retrouve rapidement le premier rang des destinations mondiales en matière de tourisme. La parole est maintenant à notre collègue Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le week-end dernier, une énième zone à défendre, une ZAD, s'est une nouvelle fois installée en toute illégalité sur des terrains appartenant à l'État, sur des emprises dédiées à l'aménagement de la ZAC du Triangle de Gonesse dans le Val d'Oise. Sur ce secteur devait s'implanter le projet EuropaCity, sacrifié à l'automne 2019 par le Président de la République et le gouvernement de l'époque en un mauvais remake de Notre-Dame-des-Landes. Plus de 10 ans de promesses, autant d'années de travail et d'investissement avaient alors été reniés, ainsi que les importantes perspectives de développement et d'emploi pour ce territoire oublié de la République. Là aussi, désolante rengaine, mais cruelle réalité. Malgré ce reniement, lourd de conséquences sur la crédibilité de la parole publique et la confiance des investisseurs, Mme Borne avait tenu à réitérer son engagement de mener à bien, je la cite, « la desserte du territoire prévue par la ligne 17 du métro du Grand Paris » et à encourager les parties prenantes à se remobiliser pour un autre projet de développement. Pourtant,
Malgré cette décision prise sous l'empire d'une vision malthusienne de l'écologie, dont je déplore qu'elle ait tant infiltré l'État, les opposants n'ont pas désarmé. Au contraire, puisqu'aujourd'hui, une fois encore, ils défient ouvertement l'autorité de l'État. Désormais, ils s'en prennent au chantier de la ligne 17 tout entière, en bloquant le puits du tunnelier. Ils prétextent un vague projet de jardinage périurbain en tant qu'alternative. Ils ne voulaient pas d'un Disneyland pour consommateurs payé par le grand capital, mais ils veulent bien d'un Disneyland de la courgette pour bobos payé par les contribuables. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire respecter l'autorité de l'État et faire évacuer ces délinquants? Garantissez-vous le bon déroulement des travaux de la ligne 17? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Arnaud Bazin. Le Val d'Oise, vous avez raison, est un territoire dont les enjeux soulèvent des questions structurantes en matière d'aménagement du territoire et nous devons collectivement être en mesure d'apporter des réponses de bon sens qui concilient le développement économique et les enjeux écologiques. Sur le fond, je peux comprendre que des militants souhaitent lutter contre l'artificialisation des terres. Simplement, je pense que la méthode n'est pas la bonne et je les engage à lever ce blocage qui pénalise l'ensemble du chantier de la ligne du Grand Paris Express, chantier dont le calendrier est et restera inchangé. En ce qui concerne maintenant les moyens de poursuivre le développement économique et de désenclavement en matière de transport de cette zone populaire de l'Est du Val d'Oise, moi j'ai la conviction que l'écologie n'est en aucun cas un frein, mais un accélérateur du développement économique. Et nous ne devons pas mettre en opposition les deux. L'abandon d'Europa City, c'est un abandon qui a été décidé par le président de la République, par le précédent gouvernement, qui est dans une logique qui va dans le même sens que le projet de loi que je viens de présenter en Conseil des ministres ce matin, qui va lutter contre l'artificialisation des terres, puisque l'artificialisation des terres est en responsabilité et sur de nombreuses aggravations des effets du changement climatique, et vous le savez bien, sur vos territoires. Dans ce cadre, le préfet du département a formulé des propositions intéressantes que nous allons étudier de près. Nous n'écartons aucun scénario, y compris ceux qui permettent d'éviter d'artificialiser les rares terres agricoles de cette partie de l'Île-de-France. Mais bien entendu, je suis tout à fait disposée à rencontrer les parlementaires, les élus locaux, les acteurs associatifs, les citoyens du territoire, afin qu'on puisse définir ensemble les meilleures solutions pour désenclaver et développer cette partie du Val d'Oise qui a besoin de perspectives, qui a besoin qu'on la soutienne. Et vous aurez le soutien du gouvernement, évidemment, pour trouver les bonnes voies de développement de ce territoire. Mais ces bonnes voies de développement, elles doivent se faire avec tous ces acteurs. Monsieur Bazin, quelques secondes. J'avais demandé à Monsieur le Premier ministre de nous rassurer sur sa volonté à expulser, et j'ai entendu Madame la ministre Pompili demander gentiment aux délinquants de partir tranquillement. Je suis rassuré. La parole est à notre collègue Victoire Jasmin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Apparemment, il n'est pas là, mais en fait, s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux et concerne les problématiques liées au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Pour rappel, le chlordécone est un produit qui a été utilisé entre les années 70 et 95 à peu près dans les plantations de bananes. C'est un produit cancérigène. Les liens de causalité ont été faits concernant les cancers de la prostate. C'est aussi un produit qui est un perturbateur endocrinien. Aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les voix s'élèvent contre des mesures qui ont été prises injustement et récemment. S'agissant de l'enquête parlementaire faite par l'Assemblée nationale en 2019, les documents versés justement lors de cette enquête, eh bien, ces documents ont été scellés et ne seront consultables qu'en 2044. Je vous dis bien 2044. Pire encore, des plaintes des associations écologistes, mais des élus et des parents de personnes victimes du chlordécone. Ces plaintes sont dans la voie justement de l'intégration, en tout cas, parce qu'il y a une dissimulation avérée de preuves. Donc on ne veut pas tenir compte de la situation, on veut prescrire. On veut prescrire
Et je crois que c'est vraiment injuste par rapport aux populations concernées. S'agit-il, Monsieur le ministre, de dissimulation avérée de preuves? S'agit-il de déni de justice? S'agit-il de mépris à l'égard de ces populations? J'attends votre réponse. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Olivier Véran. Madame la sénatrice Jasmin, merci pour votre question. Je réponds pour le garde des Sceaux, mais aussi pour le ministre en charge des Outre-mer et pour moi-même. D'abord, vous dire que nous avons tous conscience que le chlordécone, pardon pour l'expression, était une vraie saleté, une vraie saloperie qui a été utilisée dans les années 70, dans les années 80, qui a pourri les sols, qui a un effet rémanent pendant 600 ans, qui peut contaminer les milieux aquatiques, les sols, les denrées alimentaires et pour laquelle l'État français s'est déjà engagé à plusieurs reprises à travers 3 plans et j'y reviendrai à travers un 4e plan, vous le savez, puisque le président de la République, pour la première fois en déplacement dans les Antilles, c'est la première fois qu'un président de la République s'engageait autant sur ce sujet. D'abord, je veux vous dire que je partage la très forte émotion que suscitent les faits que vous évoquez et que le gouvernement est mobilisé évidemment. Pour les faits que vous avez évoqués, vous l'avez dit, ils font actuellement l'objet d'une information judiciaire qui est suivie par le pôle de santé publique du tribunal de Paris. Des juges d'instruction ont été désignés de façon à suivre ce dossier en octobre 2008, après jonction des procédures initialement ouvertes aux Antilles. Ce sont les services de l'Office central de lutte contre les lutte aux atteintes à l'environnement et à la santé publique, ainsi que les sections de recherche de la gendarmerie de Martinique et Guadeloupe, qui sont saisis de l'enquête sur commission rogatoire. Vous rappelez que les juges d'instruction auraient signalé aux parties civiles la possible prescription de l'action publique dans ce dossier. Encore une fois, nous comprenons la légitime émotion de la population et des victimes de cette terrible pollution qui veulent obtenir, à juste titre, des réponses à leurs questions qui sont légitimes. Comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas interférer dans une procédure judiciaire en cours, ni même la commenter de quelque manière que ce soit en vertu du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour autant, le gouvernement n'a cessé d'œuvrer sur le sujet pour les victimes, aux côtés des élus, aux côtés des parlementaires. Un pas essentiel sera franchi puisque c'est cette fois avec la participation de la société civile, des associations, mais aussi des particuliers que les nouveaux axes et priorités de lutte contre la pollution par la chlordécone et de ses effets que le plan chlordécone 4 a été construit et les moyens qui seront consacrés seront presque doublés. Ce plan est d'ailleurs en cours d'adoption. Une directrice de projet vient d'être nommée avec un rôle très opérationnel et interministériel qui va permettre d'améliorer le suivi entre le national et le local. C'était l'une des propositions phares, Madame la sénatrice, du rapport de la commission d'enquête de votre collègue Justine Bénin, présidée par Serge Letchimy, dont je tiens à saluer la qualité des travaux. Je vous remercie. Madame Jasmin. Je vous remercie, Monsieur le ministre, mais je m'interroge. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous avez très récemment dérogé aux règles concernant les néonicotinoïdes. Ce sont les mêmes sujets, Monsieur le ministre. Donc, ce que vous prévoyez pour les Antilles, probable, mais les néonicotinoïdes, pourquoi déroger à leur utilisation? La parole est à notre collègue Hugues Saury pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a recensé une explosion du nombre de cyberattaques en 2020, 4 fois plus qu'en 2019. Dans la majorité des cas, les cybercriminels utilisent des logiciels afin de crypter les données de leurs victimes, rendant inutilisable tout ou partie de leur architecture informatique. Les pirates monnaient ensuite les données volées contre le paiement d'une rançon. Particuliers, entreprises, services publics, personne n'est épargné et les dégâts sont parfois immenses. Fait remarquable en 2020, les attaques contre les services publics et les collectivités ont sensiblement augmenté. Les petites et moyennes communes sont particulièrement vulnérables. Mais les plus grandes aussi, puisqu'en mars dernier, la métropole d'Aix-Marseille était infectée par un rançongiciel qui a crypté près de 90% de ses données. Plus inquiétant encore, au vu de la situation sanitaire, cette vulnérabilité n'épargne pas nos structures hospitalières. Albertville, Narbonne ou encore le CHU de Rouen en novembre 2019, qui a été entièrement paralysé pendant plusieurs jours. Si fort heureusement la santé des patients n'a pas été mise en péril, à l'avenir, des cybercriminels, plus malveillants encore, pourraient tout à fait modifier les données d'analyse médicale ou des dosages, bloquer le fonctionnement d'appareils médicaux ou chirurgicaux, conduisant à des conséquences dramatiques pour les patients hospitalisés.
À l'heure où nos hôpitaux sont surchargés par l'épidémie de Covid-19, un tel risque est effrayant. Madame la ministre, la vulnérabilité cyber de notre pays en fait une proie facile pour les hackers. C'est une menace de tout premier ordre. Que comptez-vous faire pour que nos entreprises et nos services publics puissent se prémunir de ce risque ? Au-delà des actions pédagogiques, quels fonds comptez-vous mobiliser pour financer la nécessaire mise à niveau des systèmes de protection informatique et notamment ceux des services de santé et des collectivités territoriales ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Saury. Vous avez raison de souligner l'augmentation de la menace cyber puisque les incidents de sécurité déclarés à l'ANSSI, notre agence de protection en la matière qui est extrêmement compétente et réputée au plan international, a été multiplié par 4. Comme vous le savez, il y a 3 types de menaces. La cybercriminalité, je mets la main sur vos données et je demande une rançon, l'espionnage et le sabotage. Et ces 3 menaces doivent être prises très au sérieux au même niveau, l'espionnage et le sabotage concernant plutôt les entreprises ou les structures de recherche et de développement, les universités. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, signé un contrat stratégique de filière avec les industries de sécurité en 2018 et élaboré un certain nombre, un contrat stratégique de filière en 2019 pour notamment faire en sorte que notre offre en matière de sécurité cyber soit augmentée. Nous avons un écosystème de start-up, de grands groupes, d'universités qui ont des briques de réponse à cette menace, mais qui doivent être mises ensemble pour être portées à un niveau mondial. C'est à la fois un enjeu de services numériques, un enjeu industriel, et évidemment un enjeu pour le ministre de l'Intérieur, qui est à la fois comptable de la fraude et du suivi de la fraude et des cybercriminels, et qui est en train de monter en puissance sur ces sujets-là, mais également qui apporte, avec les services du Premier ministre et l'ANSSI, tout un appui aux collectivités locales et aux structures hospitalières pour les aider à passer un cap en termes de compétences et en termes de matériel. Donc je veux vous rassurer ici, ce sujet est pris très au sérieux. Vous savez que nous allons annoncer la semaine prochaine une feuille de route sur notre stratégie cyber qui sera financée de manière très importante par le PIA4. Je vous laisserai en découvrir les projets principaux la semaine prochaine. C'est un enjeu interministériel sur lequel nous sommes tous mobilisés. Monsieur Saury, si vous le souhaitez, quelques secondes. Effectivement, c'est un sujet de premier ordre qui nécessite une réponse rapide et efficace. Et vous n'avez pas donné des éléments qui me rassurent complètement. J'espère pouvoir les avoir dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en 2020, vous avez annoncé un moratoire sur les fermetures de classes à la rentrée. La semaine dernière, interrogée sur la rentrée de septembre 2021, Madame la secrétaire d'État annonçait dans cet hémicycle un moratoire de fait pour les communes de moins de 5 000 habitants sans l'accord du maire. Les élus locaux ont considéré le moratoire comme acté. Et je ne vous cacherai pas que la vidéo de la semaine dernière a eu un grand succès sur l'ensemble des territoires. Mais les projets de fermeture se poursuivent. En réponse tout à l'heure à notre collègue Madame Brulin, vous n'avez pas voulu vous engager sur un moratoire tout en nous présentant quelque chose, Monsieur le Ministre, si je pouvais résumer, qui s'en rapproche. Vous avez les moyens d'un moratoire avec la baisse de 65 000 élèves. Vous avez les moyens d'augmenter le nombre d'enseignants dans les classes, devant les élèves, et c'est heureux. Pourquoi ne pas dire plus clairement les choses, donner confiance et prononcer, Monsieur le Ministre, le mot moratoire ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monsieur Blanquer. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Je vous remercie de votre question et de donner acte du fait qui est visible par tous que nous créons des postes, comme je le disais tout à l'heure, alors même qu'il y a des élèves en moins. Si je prends le bilan depuis le début du quinquennat, ça signifie
pas loin de 10 000 postes en plus sur la totalité du quinquennat. Là, vous avez plus de 200 000 élèves en moins. Pour avoir une politique quantitative, certes, mais surtout qualitative, pour une série de mesures, comme par exemple la limitation pour toute la France du nombre d'élèves à 24 en grande section, en CP et en CE1, ce qui sera le cas dans votre département du Tarn. Si je prends l'exemple du département du Tarn, à la rentrée prochaine, si on prenait en compte la baisse démographique, eh bien, il y aurait 19 postes en moins dans ce département. Ce ne sera pas le cas, il n'y a pas de suppression de postes dans le Tarn. Doit-on pour autant faire un moratoire sur la fermeture de classes et d'écoles? Vous savez que les deux sujets sont différents et vous le savez bien. Je n'ai aucun problème pour prononcer le mot moratoire pour école. Parce que, en effet, notre politique est une politique de défense de l'école rurale. J'ai souvent eu à le dire devant le Sénat. Et je suis fier de cette politique. Et nous avons à la mener ensemble. Ça doit être d'abord une politique d'attractivité de l'école rurale qui fait réussir les élèves, en effet. Et ça passe par exemple par le fait que dans le plan de relance, avec le Premier ministre, on a mis plus de 150 millions d'euros sur l'équipement numérique des écoles. Et ça bénéficiera notamment aux écoles rurales. Cette attractivité est fondamentale. Le mot moratoire pour les classes est beaucoup plus difficile à prononcer. Pourquoi? Vous le savez bien. C'est qu'il ne s'agit pas de faire des économies, mais si je prends l'exemple du Tarn, si on ne supprime pas de classes, alors même qu'on ne supprime pas de postes, ça signifie qu'on aura dans un certain endroit des classes à 30 et dans d'autres des classes à 10 ou à 15. Et ce serait une inégalité de fait. Et vous seriez le premier à raison de vous en plaindre. Cette souplesse, elle existe depuis toujours. Pour la rentrée 2020, nous avons fait une exception pour tenir compte de la crise sanitaire. Si nous le faisions année après année, on créerait des hétérogénéités qui ne seraient pas souhaitables. En revanche, oui, il faut plus de postes pour l'école primaire. C'est la politique que nous menons et elle permet pour votre département, comme pour tous les départements, l'amélioration, je l'ai dit, historique du taux d'encadrement dans votre département comme dans chaque département de France. Monsieur Bonnecarrère. Oui, Monsieur le Ministre, nous ne comprenons pas comment, avec moins d'élèves et autant d'enseignants, si ce n'est plus, nous puissions avoir sur le terrain plus de fermetures que d'ouvertures. Pensez également aux jours d'après le Covid-19 et à cette idée que ruralité et petites villes seront vues demain comme une alternative pertinente à la métropolisation. Nous n'excluons pas de vous amener un petit peu plus loin dans vos décisions. Merci. La parole est à notre collègue Étienne Blanc pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Très bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les chiffres de l'insécurité dans notre pays se dégradent et il en est un qui inquiète tout particulièrement les Français. C'est celui qui résulte de la constitution de bandes, particulièrement dans les parties urbaines ou périurbaines de notre territoire. Le chiffre est inquiétant puisque sur l'année 2020, les agressions commises par ces bandes ont augmenté de l'ordre de 25% et ce sont 350 batailles que se sont livrées entre elles ces bandes. Ces chiffres inquiètent les Français parce que ces bandes, elles sont souvent constituées par des mineurs, par des adolescents qui n'ont plus aucun repère moral. La violence des actes qu'ils commettent sous les caméras sont là pour le démontrer. C'est aussi inquiétant parce que, on le sait, ces bandes sont en connexion avec des réseaux divers, stupéfiants, armes ou prostitution. Et c'est enfin terriblement inquiétant parce qu'elles savent aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux, notamment le Darknet, pour se constituer, pour agir et pour ensuite se dissoudre. Alors, face à ce phénomène, il faut bien avouer que l'on ne voit pas la politique spécifique que le gouvernement entend mener. On a même le sentiment parfois qu'il est un peu fataliste, nonchalant et passif devant l'importance du phénomène. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une délinquance spécifique qui doit appeler des politiques spécifiques. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire quelle politique spécifique vous entendez mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène particulièrement inquiétant? Pour vous répondre, la parole est à le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Blanc, vous avez tout à fait raison sur la question très inquiétante des bandes. 70 bandes à peu près sont recensées, dont 95% d'entre elles sont dans la plaque parisienne. Et c'est un point évidemment très important qui a été illustré par le drame de l'affaire Yuri, dont je voudrais ici dire à quel point les services de police, chacun l'a remarqué, ont été rapides et efficaces dans les interventions et je les en remercie.
Ce n'est pas tout à fait vrai, cependant, monsieur le sénateur, que les chiffres de la délinquance sont mauvais. Ils sont mauvais, vous l'avez dit, en zone gendarmerie, ce qui m'a permis de répondre à une question ici même voilà 15 jours. Et ils s'améliorent fortement dans les grandes villes de France, à l'exception de quelques centres-villes que vous connaissez bien et dont vous êtes par ailleurs élu. C'est tout à fait vrai. Lutter contre les bandes, c'est d'abord lutter contre les nouvelles technologies. Et chacun doit comprendre, ici les parlementaires de la nation, que si les écoutes téléphoniques, par exemple, aident à lutter contre la délinquance d'hier, les réseaux comme WhatsApp, comme Telegram, comme Signal, les réseaux sociaux que vous avez évoqués, ne sont pas dans le scope du ministère de l'Intérieur. Et il faut que le Parlement réfléchisse à cette question. C'est ce que nous proposerons dans la loi SILT et dans la loi renseignement qui arrive dans quelques semaines désormais. C'est aussi lutter avec des images plus performantes. Les caméras de vidéoprotection, vous le savez, plus personne ne doute du fait qu'elles sont efficaces et qu'elles permettent de résoudre un certain nombre de conflits, voire de les prévenir. Mais aujourd'hui, c'est les drones qui fonctionnent et qui permettent une intervention plus rapide et de suivre des phénomènes de bande, comme vous l'avez évoqué. C'est justement la proposition de loi sécurité globale qui arrive. Aujourd'hui, je voudrais saluer le sénateur Hervé qui s'occupe particulièrement de ce texte pour le Sénat, pour améliorer et donner à l'État, au ministère de l'Intérieur, les moyens de superviser ces bandes et de les suivre. Et la CNIL a aujourd'hui donné un avis négatif pour pouvoir faire voler ces drones. Et nous attendons le vote du Sénat pour pouvoir reprendre, évidemment, ces surveillances, car personne n'imagine de faire fonctionner sans les drones et de lutter contre ces violences évoquées par les bandes. Et puis, c'est souvent des très jeunes enfants, monsieur le sénateur, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors, on peut en vouloir au ministère de l'Intérieur, on peut aussi se dire que c'est le travail des parents. Monsieur Blanc, quelques secondes si vous souhaitez intervenir. Brièvement, pour réitérer que la réponse à ce phénomène, c'est une réponse de coordination entre les différents points que vous avez soulevés et qu'évidemment le Sénat sera extrêmement attentif à ce que vous proposerez, compte tenu du dérapage que nous connaissons, notamment dans nos grandes métropoles, qui inquiète profondément les habitants de nos villes. La parole est maintenant à notre collègue Serge Mérillou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. À plusieurs reprises, le Président de la République a dit des agriculteurs pendant la crise sanitaire qu'ils étaient des héros de première ligne. Monsieur le ministre, les héros sont fatigués, car au-delà des belles paroles, les actes ne suivent pas. Le monde rural, les agriculteurs et notamment les éleveurs sont en grande difficulté. Faiblesse des revenus, déception de la loi Egalim, lourdeur des procédures administratives, aléas climatiques, économiques et sanitaires, bref, rien ne leur est épargné. Beaucoup trop d'agriculteurs vivent dans la précarité et la profession connaît un taux de mortalité par suicide très élevé. Mais la précarité touche aussi les retraités agricoles qui ont travaillé dur toute leur vie. 55 heures par semaine, c'est les chiffres de Monsieur le ministre. Pour eux, une petite lumière se profilait au bout du tunnel avec l'adoption en juin dernier, dans la souffrance et après 3 ans de débat, de la proposition de loi sur les retraites agricoles. Si celle-ci était imparfaite en oubliant le sort des polypensionnés et des femmes conjointes, elle permettait néanmoins de revaloriser le montant minimum des petites retraites de 120 € par mois pour atteindre au mieux 1 000 €. 8 mois après le vote de cette loi, et malgré les discours et les postures, les décrets d'application ne sont toujours pas parus et les retraités agricoles n'ont pas touché 1 centime de cette revalorisation. Pourquoi attendre alors que cette réforme pourrait aider dès aujourd'hui de nombreux agriculteurs retraités agricoles en grande précarité? Alors, Monsieur le ministre, la question est simple. Quand allez-vous signer les décrets d'application de cette loi devant entériner ces avancées, même modestes, pour les retraités agricoles? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture, Monsieur Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je pense qu'on peut me faire beaucoup de reproches, mais pas être dans le discours ou la posture. Depuis que ce gouvernement a été nommé, si je ne prends que les actions sous l'égide du Premier ministre, c'est plus d'1,2 milliard que nous avons engagé dans le cadre du plan de relance. C'est un discours très ferme sur la création de valeur, c'est une démultiplication des contrôles dans le cadre de la loi Egalim, et c'est une volonté très forte qui est de recréer de la valeur, parce que la première des priorités, c'est le revenu de nos agriculteurs. Alors votre question porte, Monsieur le sénateur, sur un point très précis, qui est la retraite
du monde agricole. La loi, elle est très claire. Il faut que cette réforme soit mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2022. Nous serons prêts. Et je vais même vous dire, notre objectif avec Madame la ministre Elisabeth Borne, c'est d'avancer le calendrier. Je suis très clair, c'est même d'avancer le calendrier par rapport à ce que la loi a voté. Pourquoi, monsieur le sénateur? D'abord, parce que c'est une question de justice sociale. Et vous l'avez très bien dit, cette question de justice sociale, elle a fait l'objet de beaucoup de débats défendus ici, dans cette haute assemblée, et tout le monde s'accorde à dire que cette question de justice sociale devait être traitée comme la loi l'a adoptée. Et donc, nous la mettrons en œuvre, et encore une fois, je le redis, notre objectif est d'avancer. Et le deuxième élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on parle du revenu des agriculteurs. Vous connaissez mon obsession sur la création de valeur. Il y a un point qu'on ne met jamais en valeur dans notre agriculture, c'est le foncier. On est, mesdames et messieurs les sénateurs, l'un des pays d'Europe où le foncier est le moins cher. Et pour autant, quand vous êtes jeune agriculteur, la première action que vous faites, c'est de vous endetter à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros pour devenir propriétaire de votre foncier. Pourquoi? Précisément parce que vous avez un doute sur votre retraite. Le fait de régler la retraite, c'est de la justice sociale, mais c'est surtout un élément structurel pour permettre l'installation de nos jeunes agriculteurs. C'est tout le fil de la politique que nous menons. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Catherine Belriti pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, la question est tellement importante que j'y reviens. Comme mes collègues, je rencontre régulièrement les maires de mon département. Ils nous interpellent actuellement sur les éventuelles fermetures de classes sans leur avis. Entre les inspecteurs d'académie, les recteurs, les secrétaires d'État et vous-même, les discours divergent. Monsieur le ministre, en mars 2020, vous aviez déclaré à la télévision vous engager à ne fermer aucune classe ni aucune école rurale sans l'accord du maire. Vous ajoutiez « il est important de préserver et de persévérer dans cette logique de soutien ». Questionnée ici même la semaine dernière, Madame Elimas, confirmez vos propos pour la prochaine rentrée. Aucune fermeture de classe ne s'est faite sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Ces réponses devant la représentation nationale sont sans ambiguïté. Pas de fermeture de classe et a fortiori d'école sans accord du maire. Malheureusement, l'administration que vous dirigez ne l'entend pas de cette même oreille et avance avec une pratique exactement inverse. Les cartes scolaires qui sont en cours de validation sont en opposition complète avec les engagements pris par le gouvernement, suscitant incompréhension et colère. Les fermetures de classes mettent en difficulté les enfants, les familles, les enseignants, les maires et les DAZN eux-mêmes. Dans le contexte sanitaire actuel et au moment où les territoires ruraux connaissent une nouvelle attractivité, on ne pouvait que se réjouir de l'annonce de votre décision permettant à la rentrée 2021 de se dérouler dans les mêmes conditions qu'en 2020. Monsieur le ministre, de deux choses l'une, ou cette situation illustre la complexité chère au président de la République du « en même temps », ou force est de constater que les instructions que vous donnez à Paris peinent à être entendues sur le terrain. Dans les deux cas, c'est votre crédibilité vis-à-vis des élus locaux qui est bousculée. Monsieur le ministre, quelle est à ce jour la réalité des engagements du gouvernement? Pourquoi un tel fossé entre la parole nationale et les actes sur le terrain? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Belriti. Je vais donc repréciser la doctrine pour que ce soit très clair. Je suis d'ailleurs le premier ministre de l'Éducation nationale à pouvoir dire des choses aussi bienveillantes, généreuses vis-à-vis de l'école rurale, puisque donc c'est très clair, pas de fermeture d'école sans l'accord du maire. Donc c'est très clair, vous pouvez bien l'enregistrer. S'agissant des classes, je vous répète ce que je disais au sénateur Bonnecarrère, c'était une mesure pour septembre 2020. Vous m'avez cité en mars 2020, le disant pour la rentrée suivante. Et même à ce moment-là, je disais que ça ne pourrait pas se faire les années suivantes. Je le disais même en pensant à ceux qui viendraient tout au long des années suivantes. Ce serait un très mauvais service à rendre à qui que ce soit que d'acter qu'on fait un moratoire à jamais sur les fermetures de classes. Sinon, vous vous ôtez toute souplesse. Dans votre département, Madame la sénatrice, il y a 1277 élèves en moins. C'est cela qu'il faut déplorer, évidemment. Et vous aurez 56 postes l'année dernière, plus 6 postes cette année.
Autrement dit, nous continuons à créer des postes malgré les fermetures. Est-ce que ça signifie, malgré la baisse d'élèves, est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas de fermeture de classe? Si dans un endroit il y a 4 élèves, bien sûr qu'il faut fermer une classe, c'est une évidence. Donc il faut faire du qualitatif. Et s'il y a une consigne et elle est respectée, et quand elle ne l'est pas, dites-le moi, c'est bien entendu à chaque fois discussion avec le maire pour prendre des mesures de bon sens. Mais ne jouons pas à ne pas nous comprendre. Vous savez très bien, je suis en soutien complet de l'école rurale et l'ensemble du gouvernement l'est. Nous voulons le renouveau de l'école rurale. Il y a un sujet démographique, il y a un sujet d'attractivité. Nous devons travailler ensemble. C'est le sens des stratégies que nous avons, qui sont explicites dans nos plans départementaux ruraux pour l'école, que nous avons d'ailleurs conçus avec des sénateurs jusqu'à aujourd'hui. Nous allons continuer, et nous allons continuer aussi avec des mesures qualitatives. Par exemple, les décharges pour les directeurs, vous le savez, vont être meilleures à la rentrée prochaine. Les mesures que j'ai annoncées de limitation du nombre d'élèves par classe en grande section CP-CE1 s'appliquent dans votre département dès la rentrée prochaine. Donc nous améliorons la vie quotidienne de l'élève avec des moyens en plus pour le premier degré, une gestion de bon sens, mais aussi de consensus avec les acteurs locaux. Quelques secondes, Madame Herletti. Monsieur le ministre, le retrait de classes ou de postes d'enseignants contribue au sentiment d'abandon des territoires par l'État. Les Français sont durement éprouvés par la crise sanitaire. Nous avons besoin de plus de cohérence et de stabilité dans les annonces et dans les faits pour retrouver la confiance nécessaire dans la parole publique, indispensable à notre démocratie. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Marie Janssens pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Vous le savez, Madame la Ministre, le monde de la culture souffre tout particulièrement de la crise sanitaire. Et la rigueur des mesures sanitaires qui lui sont imposées ne sont pas comprises des acteurs culturels ni du public. Les métros et les bus sont pleins, mais il est interdit d'aller au théâtre ou au cinéma, même en respectant le port du masque et les distances de sécurité. Les magasins restent ouverts, mais pas les musées. Si le protocole est appliqué et respecté, pourquoi les établissements culturels seraient-ils plus dangereux que d'autres lieux, tout aussi essentiels à nos vies? De plus en plus de nos concitoyens connaissent un malaise psychologique profond. L'urgence sanitaire ne doit pas masquer l'urgence culturelle. Cela est particulièrement vrai pour nos enfants. Comment comprendre que nos écoles restent ouvertes et que dans le même temps, les musées, les cinémas, les théâtres ou la salle des spectacles ne puissent pas recevoir des petits groupes d'élèves? Dans ces conditions, Madame la Ministre, le monde de la culture ne peut plus se contenter d'espoirs vite déçus. Vous avez estimé possible la réouverture prochaine des musées et monuments. Et si cette réouverture est possible, selon quels critères? Allez-vous annoncer un calendrier et des modalités précises de réouverture? Et allez-vous en particulier permettre aux lieux culturels d'accueillir des groupes scolaires? Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Janssens, vous représentez un département cher à ma collègue ministre de la Cohésion du territoire, des territoires, particulièrement... Et Marc Fesneau. Pardon, voilà. Particulièrement riche en patrimoine, en musées et en monuments historiques. Et votre belle commune de Montrichard en témoigne abondamment. Effectivement, la situation sanitaire est encore instable, même si elle s'éclaircit sur certains critères. Nous ne sommes pas encore complètement au clair sur les perspectives d'amélioration, moins de cas de contamination, mais une surcharge sanitaire importante dans les services de réanimation et des inconnus dus aux variants. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec les responsables de musées et de monuments historiques, tenu une réunion lundi dernier avec le ministre de la Santé, Olivier Véran,
pour bâtir ensemble un certain nombre de conditions de sécurité, puisque les conditions sanitaires ont largement changé. Les jauges, la création d'un référent Covid dans chacun des musées et des monuments, les conditions sanitaires que nous connaissons, les protocoles qui me paraissent bien adaptés. Et pour la question que vous posez sur les groupes scolaires et l'éducation artistique et culturelle, je souhaite évidemment bâtir un modèle global qui fixe un cadre sûr. Mais je souhaite aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, car je sais que vous y êtes extrêmement attachés, faire en sorte qu'il y ait de la souplesse et que les territoires, les responsables de ces monuments, puissent fixer des normes particulières qui correspondent à leurs établissements, grands ou petits, et de structures juridiques différentes. C'est à ce moment-là que l'accueil des scolaires, de toute façon ce sera après les vacances qui vont se dérouler, que l'accueil des scolaires sera réglé selon des modalités au plus près des spécificités des territoires. Merci, Monsieur Janssen. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci. Nous avons terminé avec les questions au gouvernement. Nos prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 17 février 2021. La séance va être suspendue. Elle sera reprise à 16h30 pour le débat sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion. La séance est suspendue. Bon.